Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette émission INC Inside. Alors, au nom de tous nos invités, toute l'équipe INC, on vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2022. Une année pleine de légèreté, de passion, donc qui puisse voir se concrétiser effectivement toutes nos ambitions de voyage. Là, je pense que pour l'instant, on va les mettre dans des aspirations fortes, mais en tout cas, on se souhaite aussi à toutes et tous l'occasion de se retrouver vite à la rédaction en plus grand nombre. On est ici pour l'émission INC Insight que Christophe nous a préparée. Alors pour ceux qui ont participé au premier cycle sur la résilience numérique, on vous remercie tous des commentaires que vous avez faits, de l'émulation que vous nous avez permis effectivement de concrétiser, parce que là on est parti sur un cycle data, futur du travail, numérique responsable. L'ambition sur la data est très forte. Christophe nous a rejoint il y a peu de temps maintenant pour vraiment renforcer toute la dynamique autour de la data comme levier de business pour l'entreprise. Christophe ? Tout à fait. Et donc ce soir, on sera sur un premier volet data au service des métiers. Et ce dont on va discuter au travers d'entretiens, de témoignages, avec déjà deux grands témoins ce soir, Shafika Chetaoui de Suez et Stéphane Deux de Transdev. Mais on aura également les témoignages de Canal+, de Michelin et d'Alstom, et de différents experts de Click, de Fujitsu et de Colibra. Alors, beaucoup de travail pour préparer cette émission, des émissions qui sont préparées en amont, qui vont être qui vont ponctuer cette session de ce soir. Et puis, sans plus attendre, tant que Christophe s'installe, j'ai encore remercié nos invités d'être avec nous, d'avoir joué le jeu de ces échanges. Et puis, Christophe, à toi la main. Merci. Alors, pour donner un peu de contexte, pour illustrer un peu l'ampleur des transformations qui sont à mener chez Transdev et chez Suez, je vais citer quelques chiffres, ce qui ne devrait pas trop dépayser les experts de la data. Suez, c'est deux grands métiers, c'est l'eau, c'est les déchets, c'est 86 000 collaborateurs sur 5 continents, un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards. C'est une entreprise aussi qui a l'ambition de combiner transition énergétique et performance, avec d'ailleurs déjà 326 millions d'euros d'économies de performance réalisées. Transdev, c'est pareil, c'est un très grand acteur présent sur 5 continents, c'est 17 pays, c'est 83 000 collaborateurs, c'est au quotidien 11 millions de voyageurs dans les transports de Transdev, c'est 42 000 véhicules et en tout cas à fin 2020, et dont 1200 bus électriques. Alors c'est un chiffre que je précise, puisque c'est un point sur lequel on reviendra au cours de notre entretien sur la transition énergétique, qui est également un fort enjeu chez Transdev. Première question, Shafika. Quand on est dans une entreprise centenaire qui a cette envergure, est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est une évidence, la donnée dans une entreprise comme Suez ? Tout d'abord, merci Christophe et merci pour l'invitation et bonne année à tous. Alors oui, Suez, c'est un groupe centenaire, certes, mais qui a toujours géré la donnée pour ses clients. Vous savez, nous, on a des capteurs, des IoT dans nos usines et dans notre service pour nos collectivités et nos industries pour la gestion de l'eau ou la gestion du déchet. On leur doit un monitoring de tout ce qui se passe dans nos usines. Donc la data n'est pas nouvelle, je dirais. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la capacité à convaincre, aller au-delà du simple reporting et monitoring et de prédiction, et comment casser les silos entre des régions, entre des domaines, pour sortir encore plus le pouvoir de la donnée et en faire un peu plus un levier de différenciation sur le marché et vrai pilier, un asset du groupe. Donc je dirais que ça existait, c'est dans l'ADN de notre groupe, on a toujours joué de la data, mais notre challenge c'est d'aller au-delà et grâce à l'intelligence artificielle, comment on peut trouver de nouveaux use cases, de nouveaux business models pour nos clients et nos collectivités. D'accord. Et chez Suez, qui a-t-il fallu embarquer dans ce projet de transformation data ? Il a fallu convaincre qui dans l'entreprise ? Alors,
C'est vrai, quand on fait une transformation data, on a intérêt à avoir un bon sponsorship au sein du COMEX. Donc, nous, le sponsor était le Chief Operating Officer qui portait la data et c'est lui qui portait la voix de la donnée et l'asset du groupe. Mais aussi, il fallait convaincre tout le monde dans le groupe. Et pour éviter le top-down, la Chief Data Officer qui arrive pour taper la porte à tous les COMEX et les codir, on le fait, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a créé une communauté qui s'appelle la Data Task Force, où on embarquait toutes les personnes qui y croyaient et qui voyaient dans leur quotidien l'importance d'aller au-delà. Donc la communauté commençait par 50 personnes il y a 3 ans, maintenant on est 300 personnes, donc ça grandit. Ce sont des gens des RH, des métiers, de l'IT et des data et du business. Et du coup l'idée en tout cas d'avoir cette communauté avec nous pour que chacun dans son quotidien, dans sa business unit, prendre la même valeur, enfin la parole de la data, il explique l'importance de la donnée dans sa business unit, exemplifie en quoi la donnée peut servir, il peut aller au-delà. Donc c'est vraiment cette communauté aujourd'hui qui nous aide à accélérer la transformation et convaincre à tout niveau de l'organisation, en plus du COMEX qui bien évidemment doit être convaincu. Merci. Stéphane, chez un opérateur de transport comme Transdev, la transformation de data, c'est pareil, c'est un cheminement comme une toute autre transformation digitale. Comment ça s'est opéré dans l'entreprise ? Chez un opérateur de mobilité, la donnée, effectivement, fait partie déjà de l'histoire du groupe. Ceci dit, depuis la pandémie, et plus exactement à l'été 2020, les choses se sont accélérées tout simplement parce que toute la chaîne de mobilité, comme vous le savez et comme on le subit toujours, a été particulièrement impactée. Et la nécessité, par exemple, de prévision de la fréquentation de passagers à bord de nos moyens roulants est cruciale pour le respect de nos contrats et l'équilibre économique. Et donc, nous avons revu notre stratégie qui s'appelait Moving You. Nous avons décidé de nous focaliser sur un nombre limité de programmes de transformation, 9, qui sont les programmes de transformation post-pandémique. Enfin, à l'époque, on l'espérait, maintenant on ne sait plus trop ce que c'est que post-pandémie, mais en tout cas dans le nouvel équilibre. Et le programme data s'est inscrit parmi les 9 tout naturellement, c'est un programme de transformation par la data. C'est vraiment quelque chose qui est venu, et nous avons commencé par tout naturellement par des suivis de performance de tout le PNL, et notamment la top line qui est la fréquentation des passagers. D'accord. Et en termes d'autres grandes fonctions, d'autres grands métiers qui dans l'entreprise sont impactés par cette transformation, vous pouvez nous en citer d'autres, et comment finalement l'utilisation de la donnée, de l'intelligence artificielle, ça vient transformer au quotidien, ou ça transformera encore plus à l'avenir, le travail, l'activité de Transdev. Le programme de transformation par la data, c'est d'abord un programme d'amélioration d'augmentation de la maturité analytique, et ça concerne à peu près tous les métiers. Alors bien évidemment, si on reprend les grandes fonctions à travers le PNL, tout simplement d'un contrat de mobilité, j'ai parlé de la top line, mais ensuite tous les postes de coûts sont concernés, et notamment le core business, c'est-à-dire l'exploitation, les coûts de l'exploitation, la maintenance, et notamment la maintenance prédictive, les coûts de l'énergie, et on sait qu'actuellement c'est un vrai sujet, les coûts de la flotte de véhicules, on va en reparler tout à l'heure dans le cadre de la transition énergétique. Donc ce sont tous les postes principaux qui ont besoin bien évidemment à la fois de connaître d'abord l'état de la performance, c'est le quoi dans l'état actuel, et puis ensuite de monter en maturité analytique sur la prévision de ce qu'on pourrait améliorer, voire du prédictif, comment on pourrait le faire. Et donc c'est une mission qui a l'ambition de couvrir en tout cas tous les pays et toutes les fonctions. Le business unit pour nous c'est le pays, puisque les contrats varient dans leur contenu d'un pays, enfin nos responsabilités en tout cas varient d'un pays à l'autre. Et du coup, les priorités data varient également en fonction de ces définitions contractuelles. D'accord.
Chef Vika, chez Suez, de la même manière, différents métiers, différents cas d'usage. Est-ce que vous pouvez nous en citer qui puissent illustrer un peu la diversité des usages que vous pouvez faire de la donnée et de l'intelligence artificielle? Alors, comme je disais au début, nous, on génère beaucoup de data. Donc, c'est vraiment un vrai champ de jeu, je dirais, Suez. Et les cas d'usage sont très, très, très divers. Pour qu'en donner que deux, un sur l'eau, un sur le déchet. Alors, je vais donner le premier exemple sur l'eau. Comme vous savez, on met beaucoup de capteurs sur nos réseaux d'eau. Donc, on a travaillé avec un partenaire, une start-up, qui a des data scientists aussi, qui ont travaillé avec nos équipes pour capter la donnée dans ces capteurs, prédire la pression de l'eau dans nos réseaux d'eau et par conséquent prédire les fuites d'eau. Donc c'est vraiment un cas d'usage extrêmement clair en quoi le time series, suivre un peu la data en temps réel, nous permet de trouver le bon équilibre entre pression, distribution d'eau et ne pas emmener beaucoup de pression pour ne pas casser nos réseaux d'eau. Donc là, un impact écologique assez direct, assez évident. Donc ça, c'est, je dirais, un cas un peu simple qu'on fait. Et on peut aller dans des cas un peu plus compliqués. On utilise la computer vision, notamment dans nos incinérateurs. Vous savez, dans nos incinérateurs, on a des opérateurs qui sont devant différents écrans, parfois entre 5 et 7, et leur objectif, c'est de détecter les objets indésirables pour ne pas les laisser rentrer dans les usines, parce que ça peut créer vraiment des dégâts. On doit fermer l'usine, tout nettoyer pour refaire. Donc, il y a vraiment un impact CAPEX fort. Et du coup, on a muni ces opérateurs d'une intelligence, donc de l'intelligence artificielle, la computer vision sur ces vidéos, pour l'aider à détecter d'une façon systématique ces objets indésirables. L'idée, ce n'est pas de ne pas prendre sa place, mais c'est vraiment de l'augmenter. Vous savez le terme, on augmente les capacités et être plus alerte où il faut regarder. Et comme ça, vraiment éviter l'entrée d'objets indésirables dans nos usines. Et ce qui est intéressant dans ces cas d'usage, c'est que le coût du développement de ce projet est très vite rentabilisé dès qu'il y a un ou deux objets indésirables que l'opérateur n'aurait pas vus. Donc nous, on aime bien ces cas concrets d'impact business très fort, et parfois on n'a pas besoin d'avoir les gros projets pour faire de l'intelligence artificielle, de la data, et nous on a cette chance parce que la donnée est disponible, et donc c'est beaucoup plus facile de faire des cas d'usage beaucoup plus business driven. Oui. Et il me semble que sur la computer vision, vous pouvez aussi mutualiser les développements que vous avez menés sur ce premier cas d'usage pour l'appliquer à d'autres produits à détecter. Il me semble que... Exactement, on a tout un programme computer vision et on a créé une plateforme qui s'appelle CodeAI. Et donc je vous invite à regarder un peu nos nouveautés là-dessus. Donc on l'a développé sur Microsoft Azure ML. Et notre objectif, c'est de démocratiser l'usage de l'IA. Quand il y a un projet IA comme celui-là qui a très bien marché, l'idée c'est de le mettre à disposition de toute la communauté data science pour en générer d'autres cas d'usage. C'est peut-être pas la peine de refaire from scratch, et on a ces bibliothèques qu'on met à disposition au sein de la communauté et démocratiser l'usage de l'IA, quel que soit le cas d'usage autour. Et vraiment des cas d'usage autour du computer vision en waste, il y en a beaucoup. Stéphane, on parlait en introduction des bus électriques, vous avez évoqué qu'effectivement il y avait des applications de la donnée à envisager dans le domaine de la transition énergétique, et notamment le passage à l'électrique. Quel est le rapport entre transition énergétique, électrification du parc de véhicules et la donnée? Effectivement, pour augmenter en fait l'appétence à la data, il nous a semblé qu'on devait aller chercher des cas d'usage de plus en plus opérationnels pour aller au-delà de la simple performance, la mesure de la performance. Et il se trouve que dans le domaine de l'exploitation des opérations, on a un cas d'usage extraordinaire qui se trouve être justement la transition énergétique et l'augmentation progressive effectivement du parc électrique qui va s'opérer dans toute la décennie. En fait, maîtriser la gestion d'une flotte de véhicules électriques, c'est maîtriser la charge. Et qu'est-ce que c'est que la charge? C'est de la donnée. Donc en fait, maîtriser les opérations au quotidien d'une flotte électrique consiste à la piloter par la data, tout simplement. Et ça, vous le traduisez à travers tout un tas de cas d'usage qui sont nécessaires pour tous les types de personas qui ont un rôle à jouer dans le cadre de la gestion des flottes électriques, que ce soit d'abord les conducteurs, puisque là, nous sommes en fait dans un cas d'usage qui a seulement à peu près 5 ans d'expérience, contre 120 ans pour le thermique et le diesel. On passe d'une
énergie de stockage à une énergie de réseau. Donc on perd un peu cette notion d'autonomie puisqu'on doit capter cette énergie seulement si nous sommes branchés à un réseau et qu'il fonctionne à ce moment-là. C'est assez particulier, puis il y a toute cette anxiété. Donc piloter et rassurer en temps réel par des opérateurs qui sont en centre de contrôle sur la capacité de la batterie à tenir la charge pendant tout le service opérationnel, ça c'est crucial, c'est un accompagnement. Et ensuite vous pouvez décliner tous ces cas d'usage sur l'ensemble des actes que vous devez faire, que ce soit au quotidien pour optimiser le coût de la charge tout simplement, que ce soit également sur le design des dépôts ou même la construction d'ABAC du comportement du cycle de vie de la batterie, parce que personne n'a d'expérience suffisante, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que les choses vont largement évoluer. Donc il va falloir faire évoluer tous ces modèles, et tout ça, ce sont différents modèles de cas d'usage typiques de la data qui transforment complètement les opérations. Donc ouais, la donnée au cœur de la transformation et des opérations de Transdev, plus ce volet transition énergétique. Chez Suez, il y a également des cas d'usage, une dimension environnementale de l'usage de la donnée. Alors Suez, l'objectif de Suez, c'est vraiment l'économie circulaire, donc c'est vraiment l'ADN de la société de travailler pour un environnement meilleur. Je donnais l'exemple de la fuite d'eau, c'est un impact écologique direct. Toute la partie recyclage, mieux recycler et mieux recycler nos déchets, ça fait partie de cette économie circulaire. Et du coup, tout ce qu'on peut faire en données et d'intelligence artificielle ne va aller dans le même sens, va aller améliorer cette performance de nos usines, la performance de nos activités et faire un peu plus d'impact positif à l'environnement. Donc c'est vraiment l'ADN et c'est ce qui est intéressant dans notre fonction chez Suez, c'est qu'on allie l'intelligence artificielle à cet impact environnemental et c'est très valorisant pour nos équipes et c'est pour ça qu'on est très heureux de travailler pour cette société. D'accord. Stéphane Shafika en parlait en introduction. Le sponsoring, c'est quelque chose d'important. On a besoin donc que les directions soient engagées. Pour autant, on a également besoin que les métiers, les opérationnels de terrain s'engagent, poussent des cas d'usage. Est-ce qu'il y a une démarche qui l'emporte sur l'autre? Est-ce qu'on est plutôt top-down ou plutôt bottom-up? Est-ce que c'est difficile de concilier les deux? Quelle est votre expérience chez Transdev du sponsoring avec l'engagement des collaborateurs? Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense que beaucoup de programmes data ne créent pas suffisamment de valeur du fait qu'ils sont effectivement, comme M. Kifka l'avait dit tout à l'heure, trop top-down. On a souvent tendance à avoir des managers qui vont finalement essayer de se rassurer en demandant la création de tableaux de bord sur les activités qu'ils supervisent, à travers en plus ce que j'appelle les départements proxy, c'est-à-dire des départements de performance, des contrôleurs de gestion, et non pas directement par des opérationnels qui sont sur l'acte, c'est-à-dire qui pilotent la donnée, qui influent sur la valeur de la donnée, y compris s'ils modifient leurs actes. Donc, je pense qu'un programme de transformation par la data, c'est aussi un problème de management, un vrai programme de responsabilisation qui consiste idéalement justement à faire du bottom-up, c'est-à-dire à restituer aux opérationnels, aux personnes qui, via la lecture des données qui leur sont restituées de la bonne façon, qu'ils soient compréhensibles par ces personas en fait, qu'ils soient produites sous un format qui corresponde au device qu'ils utilisent, ils sont à 80% capables en fait de l'auto-diagnostiquer et du coup finalement de transformer en fait leurs actes, de corriger leurs actes et du coup d'avoir un impact direct sur la data sans intervention de ce que j'appelais tout à l'heure les services proxy. Et les 20 derniers pourcents sont sans doute dédiés à des profils plus compétents sur la data science pour compléter ce diagnostic. C'est ce programme de transformation bottom-up qui est en jeu, à mon avis, dans la plupart des programmes de transformation par la data. C'est très compliqué, puisque ça rajoute une dimension supplémentaire de transformation managériale à un programme data, et c'est un véritable enjeu. Mais il est clair que cette responsabilisation va être clé.
Ça génère également des sujets sur la qualité de la donnée, parce que ça veut dire que un opérateur qui va valider un acte, va valider la donnée au bénéfice de toute l'entreprise, parce qu'idéalement, cette donnée ne doit plus être corrigée par des intermédiaires derrière. Ce qui nécessite également un programme de change sur la responsabilisation de la qualité de la donnée directement par les opérations. Donc c'est un vrai programme de transformation managériale, effectivement. Merci. Nous allons passer à présent à d'autres témoignages. Nous aurons Alstom, nous aurons Canal+, et également Michelin qui, au cours de plusieurs entretiens que nous avons préparés en amont, vont nous exposer leurs expériences en matière de données. Sylvain. Alors, sans plus attendre, hein, on l'a vu, merci à nos invités, parce que le sujet, c'est plus la data pour la data, hein, il faut effectivement de la performance, de la valeur. Je vous ai proposé de découvrir l'émission, l'interview que tu as fait avec Nicolas Hirsch, donc country manager, country leader de Click. Et puis c'est moi la petite fiche. Donc, et Fabrice Ramé, directeur data management d'Alstom. Donc, sans plus attendre, je vous invite à regarder avec nous cette interview. D'après Capgemini Research, maîtriser l'utilisation des données est un gage de performance. Parmi les entreprises les plus avancées dans ce domaine, les data masters, comme Capgemini les appelle, affichent un gain de rentabilité, de chiffre d'affaires, de fidélisation client supérieur de 30 à 90%. Nicolas Hirsch, vous êtes le directeur général de Click France. Comment les données peuvent aider concrètement les entreprises à gagner en performance ? On assiste à une transformation digitale du monde dans lequel nous vivons. Et à ce titre, le monde économique n'échappe pas à cette règle, à cette transformation. Et cette transformation, elle change de manière très importante la manière dont les entreprises doivent interagir avec leur écosystème et aussi la notion du temps économique, c'est-à-dire une nécessité d'être beaucoup plus réactif. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a les objets connectés, parce qu'il y a des nouveaux acteurs ou des nouveaux concurrents. Par exemple, tout récemment, on a vu qu'un grand retailer a proposé la baguette à 0,29 centimes. Et ça va bouleverser tout le monde économique du commerce de bouche et du retail qui vont devoir mesurer les impacts de cet événement, mettre en place des solutions et remesurer les impacts de ces solutions. Donc, mais il y a une chose qui ne change pas, diriger une entreprise, c'est prévoir et décider. Et à ce titre, la donnée est l'élément fondamental pour les entreprises d'aujourd'hui pour leur permettre de mieux comprendre les impacts des facteurs et événements exogènes à leur organisation sur la stratégie qu'ils avaient initialement mis en œuvre. Fabrice Ramé, vous êtes le directeur data management de Alstom. Quelles sont vos missions concrètement chez Alstom autour des données et comment vous contribuez avec vos équipes à la performance de l'entreprise ? Ça repose sur 4 axes essentiellement. On a tout ce qui est lié à la transformation et la diffusion des données. Donc par transformation, la clé c'est de se baser sur les processus métiers, les transformer en règles de gestion métiers, et ça c'est pour assurer la qualité de la donnée. Et après, une fois qu'on a une donnée de qualité bien gérée dans des systèmes, il faut la diffuser. Et la diffuser, la rendre disponible à tout le monde. Chez nous, les données clés, ce qu'on appelle les master data, elles sont disponibles à tous les salariés, les 70 000 salariés d'Alstom, et on les diffuse dans toutes les applications consommatrices. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est lié aux opérations sur la donnée. Donc nous, on a centralisé toutes les codifications, toutes les créations, validations des données, dans une équipe en Inde, à Bangalore, afin d'avoir les mêmes règles de gestion pour tout le monde, les mêmes principes, et qu'on n'ait pas les effets des différences locales sur la gestion des données. Le troisième pilier, c'est sur la qualité des données. Donc ça, évidemment, c'est clé, hein. On a tout ce qui est détection. Avant, on ne connaissait pas les problèmes de qualité de nos données. Maintenant, on détecte et on identifie les erreurs qu'on a sur les différentes données. Après, on les corrige, forcément, et on passe de plus en plus à de la prévention. Donc on évite à qu'il y ait des nouvelles erreurs. Donc grâce aux règles de gestion qu'on met dans nos applicatifs, on arrive à prévoir et à anticiper les erreurs sur la donnée. Et le quatrième pilier, celui qui me tient le plus à cœur, c'est la culture de la donnée, ce qu'on appelle aussi la data literacy. Et effectivement, nous, chez Alstom, on est une entreprise industrielle. La donnée n'est pas dans l'ADN de l'entreprise au départ. Et donc on essaie de vulgariser énormément la donnée. On essaie de vraiment rendre
expliquer aux gens que la donnée peut être utile et simplifier leur vie finalement de tous les jours. Et ça, c'est pas inné, donc il y a beaucoup de travail sur la gestion du changement qu'on met en place et finalement une petite éducation de pas mal de gens à travers le monde sur l'importance de la donnée. Et pour ce qui est de l'utilisation des données au service de la performance, comment ça se met, ça se met en œuvre de manière opérationnelle et quel gain vous recherchez avec la donnée? Déjà, la donnée, on l'utilise dans tout le cycle de vie de nos produits et nos activités. Donc ça commence dès les appels d'offres. Donc quand on répond à un appel d'offres, on utilise la donnée pour faire des simulations. Suivant quelle est la composition du train, par exemple, du métro ou du tramway, on fait des simulations avec différentes données qu'on a dans les bases de données pour optimiser en fait, le design du train et avoir les prix les plus compétitifs. Donc ça nous permet de baisser effectivement les prix en réponse à nos appels d'offres. Après, une fois les appels d'offres gagnés, lors du cycle de fabrication du train, dans les usines en fait, maintenant vous allez dans une usine Alstom, il y a des écrans partout, tout est connecté, il y a de la donnée qui est envoyée, c'est ce que j'ai référé au début, automatiquement à toutes les applications consommatrices. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans l'usine de Valenciennes, il va pouvoir avoir une souscription à des articles, des pièces détachées par exemple, qui automatiquement vont se propager sur les applications de l'usine. Voilà. Même en cycle de vérification de la qualité des trains, par exemple, les données arrivent sur des tablettes et on fait en temps réel des vérifications de qualité sur les tablettes dans les usines. Et après la vente des trains, en phase de maintenance, qui est également très très important, sur des dizaines et des dizaines d'années, en fait, on a des données qui remontent automatiquement des trains, et comme ça, on peut anticiper les phases de maintenance. Donc on arrive à savoir le taux d'usure d'une pièce X ou Y et de se dire, bon ben là, voilà, là il va falloir remplacer la pièce dans 6 mois, dans 2 ans. Et ça permet d'optimiser énormément la maintenance, de ne pas en faire trop tôt ou trop tard, et tout ça grâce aux données qui remontent directement des trains. On entend le discours de Fabrice sur les bénéfices que lui apporte la donnée. Bon, il y a aussi la question du comment, et notamment celle du comment rendre la donnée accessible et donc exploitable. Ça, c'est une question fondamentale et il n'y a pas qu'une réponse technologique, il y a aussi une réponse, je dirais, humaine. Je vais essayer d'aborder juste le côté technologique. Déjà un constat, les données générées par le monde dans lequel nous vivons, qui se digitalisent, augmentent à un rythme de 30% par an, ce qui est énorme, ça va à une vitesse vertigineuse. Et curieusement, il n'y a seulement qu'une très faible partie de ces données, aux alentours de 35%, qui sont réellement analysées à des fins d'efficacité opérationnelle. Et il y a un troisième point qui est aussi fondamental. Avant, l'analytics était l'affaire de spécialistes. Aujourd'hui, l'analytics s'invite à tous les étages de l'entreprise. Ce n'est plus une affaire de spécialistes. Il concerne tout le monde, peut apporter de la valeur grâce à l'analytics. Et en plus, il s'intègre dans les processus métiers, comme vient de l'exprimer par cet exemple, dans les processus métiers et dans les applications des entreprises. Donc chez Qlik, pour libérer la donnée et la rendre plus accessible, on conseille de créer ce que l'on appelle un pipeline de la donnée. C'est-à-dire une plateforme technologique qui va permettre de libérer la donnée de son endroit de stockage et de la mettre à disposition de l'utilisateur dans un format techniquement exploitable, mais là on est dans le technique. Ensuite, mettre à la disposition un catalogue de données qui va permettre à l'utilisateur de savoir quelles sont les données qui sont mises à sa disposition, mais aussi de juger de sa qualité, de sa fraîcheur. Et ça, c'est important parce qu'on touche la notion de confiance en la donnée. Et ensuite, bien évidemment, fournir des outils intuitifs en ce qui nous concerne, dotés d'intelligence artificielle, de machine learning, qui vont faciliter la compréhension de la donnée et l'analyse, mais aussi permettre de déclencher des processus opérationnels et de mieux comprendre le contexte pour prendre les meilleures décisions. Fabrice, vous nous avez parlé des ouvriers qui, sur les chaînes de production, avaient accès à de la donnée via des tablettes. C'est aussi l'enjeu finalement de mettre à disposition la donnée au bon moment et auprès des bons utilisateurs. Quelle méthode vous avez mis en place chez Alstom pour permettre justement cette utilisation? Effectivement, il faut la mettre au bon moment et le temps, cette année, l'année qui vient de passer, a été un exemple flagrant chez Alstom puisqu'on a racheté Bombardier le 1er février, donc l'entreprise a doublé de taille.
Mais donc soudainement, on a eu 2 systèmes d'information avec forcément un problème de compréhension les uns des autres. Donc en fait, on a cherché effectivement à homogénéiser ces données très rapidement. Donc par exemple, on a travaillé sur par exemple, les données fournisseurs. On a la plupart des fournisseurs en commun dans le monde du ferroviaire et on a homogénéisé la codification de ces fournisseurs, par exemple, pour pouvoir finalement après analyser. On a analysé tous nos bons de commande qu'on a fait sur plusieurs années. Et on arrive à savoir que dans une région, par exemple en Amérique du Sud, voilà, on a dépensé tant d'argent avec tel fournisseur sur tel type de pièces. Et en regroupant les données et en ayant homogénéisé les données Bombardier et les données Alstom, on arrive forcément à voir que les achats qu'on a fait avec un fournisseur X, forcément, ils peuvent être optimisés, puisque forcément, on va globalement doubler nos achats avec les fournisseurs. Et là, on a réussi je crois que ça s'est fait en 5-6 mois, à effectivement faire une analyse de tous les bons de commande du nouveau Alstom, regroupant les données Bombardier et les données Alstom, afin de pouvoir optimiser nos achats. Nicolas, on le voit avec Alstom, il y a cette ambition d'être une entreprise data-driven, comme on dit. Est-ce qu'il y a des recettes? Est-ce que vous avez la baguette magique sur ces fameuses recettes pour être une entreprise data-driven? Aucune baguette magique, que des retours d'expérience qui parlent d'eux-mêmes. Et devenir une société data-driven, et je crois que c'est ce qu'a fait Alstom, c'est une volonté au plus haut niveau managérial de l'organisation. Ça vient de la direction générale. C'est elle qui décide de placer la donnée au cœur de sa stratégie de développement, de croissance et de transformation. C'est elle qui définit la stratégie, c'est elle qui la communique, c'est extrêmement important, pour s'assurer que les collaborateurs l'intègrent et qu'elle soit comprise. Ensuite viendra le temps de définir des rôles et des responsabilités des différents acteurs, le pôle métier, le pôle informatique ou le pôle data, définir des business cases, des use cases qui vont permettre de prouver la valeur que l'on apporte à travers la donnée. Et enfin, un point qui est extrêmement important, il faut accompagner les collaborateurs. C'est-à-dire comment on les accompagne? Par des moyens humains et des moyens technologiques, et par un accompagnement qui va permettre de faire évoluer la culture de l'entreprise vers une culture de la donnée, parce qu'on n'est pas tous égaux face au fait d'argumenter avec des données, au fait d'être à l'aise sur le fait d'analyser, avec même quelle que soit la simplicité et l'intuitivité des solutions. Nicolas, Fabrice, merci. Petit retour plateau. Nicolas, merci pour cet éclairage. Merci aussi effectivement à Fabrice. Donc on est de retour au sein de la rédaction. Nicolas, créer de la valeur, générer de la performance aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment bien acté par les métiers et les directions aujourd'hui? Vous m'entendez? Oui, parfaitement. C'est nickel. Le son est bon. Alors clairement, moi je vais parler plutôt d'un retour d'expérience par rapport à les clients avec lesquels nous travaillons. C'est la valeur potentielle que l'on peut tirer de la donnée est complètement intégrée et acquise concernant les métiers et concernant les directions générales. J'ai envie, d'ailleurs, ça a été souligné lors des témoignages des 2 intervenants au début de votre événement. La pandémie a quand même bouleversé le monde entier. On s'est tous trouvés face à une situation inédite et elle a mis en exergue un certain nombre de choses. Elle a montré la limite des systèmes qui étaient mis en place concernant la donnée et la limite pour comprendre l'événement auquel on faisait face. Elle a montré la nécessité d'être agile. Elle a montré aussi le fait que la donnée, c'était plus une affaire de spécialistes, comme je le disais, mais à tous les endroits de l'entreprise, et la nécessité donc de faire évoluer, de transformer l'entreprise vers une entreprise data-driven. Et donc, on est tous conscients de cette valeur. On a un vivier de croissance absolument phénoménal avec toutes les données que l'on stocke depuis des années, mais l'important, c'est le chemin. Et nous sommes contactés par nos clients et par de nouvelles organisations pour définir le chemin le plus optimal, pour tirer la plus grande valeur des données en respectant les délais et les budgets. Donc oui, c'est complètement central dans les stratégies de croissance et de développement des entreprises d'aujourd'hui.
Merci Nicolas. Alors on va se retrouver à l'issue de nos échanges. En termes de moyens d'action, la notion de data factory aujourd'hui commence à être identifiée comme étant un vrai levier de l'industrialisation de la data. On a et du delivery autour de ça, et donc on a un témoignage qui va s'enchaîner avec Arnaud Lutellier, donc directeur data de Canal+, et Kadiatou Ban, business developer data et intelligence artificielle de Fujitsu, qu'on retrouvera tout de suite après sur le plateau. Et on y va. Selon Gartner, seulement 53% des projets data et analytics passent du POC à la production. Et pour expliquer ce taux d'échec, Gartner avance 3 freins principaux qui sont l'humain, la technologie et la méthodologie. Arnaud Lutellier, vous êtes directeur data chez Canal+. On peut imaginer que c'est des freins que vous avez pu rencontrer dans vos activités, mais pour autant vous avez développé des applications, des usages auprès des métiers. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces usages? Alors moi habituellement je classe les usages en 6 grandes familles. La première famille, c'est de faire du reporting. Donc, c'est des activités habituelles de BI. Donc, on fait des tableaux de bord, on calcule des indicateurs et ils sont assez largement utilisés chez Canal+, puisqu'on a environ 1/5 des collaborateurs Canal+, qui les utilisent au moins une fois par mois. Le deuxième usage, comme on est un opérateur de Pay TV, c'est de recruter des abonnés. Et donc, on va essayer de mieux connaître nos leads, nos prospects, savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent, quelle est l'offre qui est susceptible de les intéresser. Et donc, on va utiliser la data pour faire ça et leur proposer du coup l'offre personnalisée, celle sur laquelle on va avoir un taux de transformation le plus important possible. Le troisième sujet sur lequel on va intervenir, c'est essayer de les fidéliser, évidemment. Donc, qu'un abonné à Canal+ soit content de son abonnement, profite de son abonnement, et puis on va essayer de gérer au mieux toutes les périodes un peu sensibles, donc les fins d'engagement, les renouvellements de contrats. Et donc on va essayer de bien connaître nos abonnés et pour pouvoir leur proposer l'offre qui va du coup les engager un peu plus longtemps ou leur mettre en avant les contenus qui vont les intéresser. Le quatrième sujet sur lequel on va intervenir grâce à la data, c'est la personnalisation. On a besoin dans le monde d'aujourd'hui d'avoir une approche customer-centrique et donc chaque client, on va essayer de le traiter comme un VIP en lui proposant les contenus qu'il est le plus susceptible d'utiliser. Puis il faut dire que quand on propose plusieurs milliers de contenus disponibles, finalement le choix il est compliqué, donc on va mettre en avant les contenus qu'il va intéresser, soit sport, soit cinéma, soit série, en fonction de l'abonné. Le cinquième domaine, c'est un domaine sur lequel on intervient peu chez Canal+, puisqu'on fait de la Pay TV, c'est la publicité. Néanmoins, on a quelques chaînes gratuites et surtout, depuis un an, on peut faire de la télé segmentée en France, donc c'est quelque chose qui commence à se lancer. Et donc, on le fait en tant que diffuseur ou en tant qu'opérateur. Et en tant qu'opérateur, on va utiliser la data de l'opérateur, du broadcaster, pour pouvoir décrocher le spot. Et donc, par exemple, quand TF1 va vouloir faire de la télé segmentée chez Canal+, eh bien, on va utiliser la data de Canal+. Et ça tombe bien parce que nous, nos abonnés, on les connaît bien depuis très longtemps et on connaît très bien leurs appétences, leur comportement. Et puis le dernier domaine, qui est un domaine qui curieusement est assez peu développé chez Canal+, c'est toute la gestion des contenus. On est dans un monde où finalement les producteurs de contenu, donc notamment les producteurs de films, ont de plus en plus leur plateforme de distribution. Et donc, alors nous on a Studio Canal, donc on essaie d'en tirer le maximum de profit, mais on sait que demain il va y avoir une vraie guerre pour l'achat des contenus. Et donc on a besoin de bien connaître les contenus dont on dispose, ceux dont on aimerait bien disposer et mesurer la performance de chacun des contenus pour pouvoir satisfaire au mieux les abonnés tout en restant rentable. Alors c'est vrai dans le cinéma, dans les séries, c'est encore plus vrai dans le sport où souvent les enjeux financiers sont vraiment très importants. D'accord, merci. Et pour mener ces différents projets, développer ces cas d'usage, sur quelles compétences et profils vous appuyez au sein de la direction de la data? Alors, on a une direction de la data qui est centralisée pour tout le groupe Canal+, pour la France et pour l'international. Donc, on opère dans 40 pays, donc ça, c'est une petite particularité. On a une équipe data qui fait environ 60 personnes, bientôt 70 personnes, puisqu'on va essayer de réintégrer et de mettre au service du groupe toutes les compétences qu'on a au sein du groupe. Et on a par exemple une équipe polonaise qui est assez performante.
En termes de compétences, alors on a beaucoup de data ingénieurs parce qu'on a des vraies problématiques de volume de données. On collecte 1 milliard de logs chaque jour issus de tous les décodeurs, de manière à pouvoir bien comprendre le comportement de nos utilisateurs. Donc ce milliard de logs, il faut pouvoir le traiter, l'ingérer en temps réel. Et là, ça demande des compétences assez pointues, à la fois en connaissance du cloud et à la fois en expertise sur le streaming de la data. Donc on a à peu près une trentaine de data engineers dans l'équipe. On a évidemment des product owners, des product managers qui vont travailler avec les différentes lignes métiers. Et la difficulté pour ces équipes-là, c'est que la data, c'est un domaine nouveau. Et donc, les métiers, ils ne connaissent pas forcément toutes les capacités, toutes les potentialités qui existent grâce aux data. Et donc, nos product managers, nos product owners vont travailler avec eux pour essayer de leur donner des idées, leur montrer toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir à eux. Et puis, on a également... C'est nouveau c'est en tout cas, ça commence chez Canal+. Ce sont des data scientists qui vont être très très spécialisés sur l'intelligence artificielle. On va travailler avec eux la personnalisation, la recommandation. Ça, c'est les premiers sujets sur lesquels on va travailler. Et puis, on va commencer à travailler également des analyses temps réel sur le contenu. Donc analyser la vidéo pour essayer de savoir ce qui se passe et essayer du coup de mieux connaître les contenus pour pouvoir mieux personnaliser l'expérience de nos clients. Kadiatou, on le voit chez Canal+, on est dans l'industrialisation, dans le delivery, et on sait qu'il y a un modèle qui se développe dans certaines entreprises qui est celui de la Data Factory qui permet d'accélérer le développement des projets. Vous pouvez nous présenter, définir en quoi consiste une factory ? Oui, justement, j'avais beaucoup apprécié la définition qu'avait donnée Arnaud lors d'une discussion qu'on avait eue, qui était qu'une data factory était une moulinette à data. Effectivement, en fait, la data factory, c'est un centre de service dans lequel on va mettre à disposition un pôle de ressources data. Aujourd'hui, on va accompagner justement les clients à répondre à certains cas d'usage grâce aux données. Par exemple, on va pouvoir accompagner un client sur une question qui est le nombre des KPI autour du nombre de produits qui sont bloqués à la douane, par exemple. La Data Factory va avoir pour rôle de fournir à cette demande-là le dashboard ou le KPI, les indicateurs attendus. Et finalement, en termes d'avantages, quel est l'intérêt de ce type de modèle par rapport à un fonctionnement projet plus classique? Et puis, il y a souvent la question qui se pose dans les entreprises de mixer efficacement des compétences internes et externes. En termes d'avantages, nous, en échangeant avec nos différents clients chez Fujitsu, on a identifié 3 principaux avantages. Le premier, c'est une focalisation plus autour du business. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui va faire appel, à une data factory ne va pas se focaliser sur comment on va traiter les données, est-ce qu'il va y avoir du raffinage, combien de data scientists ont travaillé pour fournir l'indicateur ou le cas d'usage demandé. C'est plus, j'ai un besoin métier, je veux une réponse, donc on va plus se focaliser sur comment répondre à cet enjeu-là. Le deuxième point, c'est une maîtrise des coûts. Il faut savoir que gérer des données, comme vous le disiez, il y a beaucoup de données, ça a un coût. Et le fait de passer notamment par une factory permet d'avoir une meilleure maîtrise de ces coûts-là, dans la mesure où, justement, j'arrive au troisième point qui est que ça permet de fédérer autour de la donnée avec des outils groupes. Au lieu d'avoir une multitude d'outils, une multitude de services et d'usages de la donnée différentes, on a un usage, donc ce qui permet potentiellement des économies d'échelle. Et pour ce qui est du volet mixer compétences internes et externes, est-ce qu'il y a une répartition des rôles que vous recommandez, par exemple? Oui, justement, je reviens sur le point d'Arnaud lié justement au product owner. Chez Fujitsu aussi, on accompagne nos clients en mettant des product owners ou des business analysts chez le client qui vont faire en fait la passerelle entre le métier et la factory. Le fait qu'ils soient chez le client vont permettre également de comprendre la culture d'entreprise, le vocabulaire, parce qu'il faut savoir que chaque activité, chaque service ou encore chaque entreprise a son propre vocabulaire, ses propres demandes ou ses propres usages. Donc ça permet d'avoir un meilleur résultat final en termes de réponse à ces cas d'usage-là. Arnaud, vous ne parlez pas à proprement parler de Data Factory pour votre direction, mais pour autant, votre mode de fonctionnement, il est bien tourné vers le delivery, avec une méthodologie qui, justement, est orientée vers la fourniture de produits data. Vous pouvez nous expliquer un peu cette méthodologie et comment vous faites le pont avec les métiers pour les engager et les impliquer dans les projets? Effectivement, nous, alors on n'a pas externalisé la Data Factory, on a vraiment focalisé sur une organisation interne pour pouvoir capitaliser sur la connaissance de nos data. Mais effectivement, on est dans une organisation très inspirée des meilleures pratiques agiles, donc avec des product owners, des équipes agiles qui travaillent en Scrum.
Le point délicat, c'est vraiment l'articulation avec le métier, c'est comprendre les enjeux business, aider le business à se projeter dans tout ce que la data va pouvoir leur apporter. Et donc, on a une équipe de data product manager qui va du coup essayer de travailler avec les métiers, mais également, et c'est toute la difficulté de leur métier, c'est d'essayer de travailler avec tous les métiers. C'est-à-dire que quand un métier a un besoin, généralement, il y a d'autres métiers qui ont des besoins très proches. Et comme les ressources sont malheureusement limitées, on va essayer de fusionner ces besoins, construire une roadmap autour de ça. Et ça, c'est le rôle du Data Product Manager, qui a un rôle vraiment clé, nouveau en tout cas, mais qui apporte beaucoup de valeur dans la relation avec le métier. Et c'est ce qui va permettre à l'entreprise de se transformer par la data et devenir vraiment data-driven. Katia Dou, on parle de grève d'une certaine façon de la Data Factory dans l'entreprise, donc il y a ce facteur clé qui est important, qui est de rapprocher les spécialistes de la data des métiers. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés de succès qui permettent de rendre une factory efficace, opérationnelle ? Oui, je pense que les facteurs clés, en tout cas le principal, c'est de comprendre les enjeux de business pour justement accompagner le métier. À partir du moment où on comprend quel est le leitmotiv de l'entreprise, pourquoi justement et quels sont leurs objectifs, on pourra les accompagner et proposer des cas d'usage qui auront de la valeur à la fois pour le métier mais également pour l'IT et permettre justement de, comme tu disais, de mixer ces compétences-là. Kadiatou, Arnaud, merci. Merci Kadiatou pour ces éclairages et puis merci effectivement à Arnaud d'avoir joué le jeu de ces échanges. Alors vous le soulignez, il faut créer une proximité avec les métiers, mais comment on fait pour la créer cette proximité ? Oui, en fait, chez Fujitsu, on part du principe que la proximité se crée dans un premier temps par le fait d'être proche du client, voire même chez le client. Donc physiquement, oui, proche dans un premier temps physiquement. C'est pour ça que nos business analysts ou même nos product owners sont chez le client, sur les plateaux des clients, avec les différents métiers, pour justement comprendre comment ils travaillent, leurs usages, mais également échanger avec eux et comprendre aussi quelle est la finalité de tout ça. Parce que justement, le fait de créer cette proximité-là permet d'éviter aussi les biais. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas cette proximité, on peut avoir des échanges avec le client qui ne sont pas forcément... il peut y avoir des pertes, on va dire, dans les demandes ou des biais dans la gestion de ces demandes-là, justement. Et ça nécessite à vos équipes d'être vraiment aguerries au métier du client ou c'est... Oui, en fait, on va avoir un référent par entité. Supposons qu'on va travailler chez un client, on va avoir un product owner qui va être spécialisé pour le supply chain de notre client, un autre qui va être spécialisé dans le service marketing. En fait, il va y avoir un référent par métier qui, lui, va faire le lien entre la factory et le métier du client et l'IT du client. Merci, Kadiatou. Merci à vous. Donc on se retrouve après pour le salon de débrief. Alors, on a un prochain entretien à partager avec vous. Donc, troisième vidéo, donc avec, je vais y arriver, Jean-François Deldon, qu'on retrouvera après, qui est dans le salon de débrief avec nous, qui est intrapreneur et data leader chez Michelin, et Aurélien Gouget, donc senior manager chez Colibra. Donc tous les deux vont partager avec nous effectivement les meilleurs produits data développés selon les meilleures technologies agiles. Ça ne crée aucune valeur si on ne peut pas effectivement se l'approprier un métier. Donc je vous laisse découvrir avec nous cet entretien. Dans un article, la Harvard Business Review liste les 10 étapes d'acculturation ou de développement d'une culture de la donnée dans les entreprises. Et parmi ces étapes, il y a l'acculturation par le haut avec la sensibilisation des dirigeants. Il y a le fait de rendre les données accessibles aux utilisateurs, même de manière basique. Et il y a le fait également de ne pas laisser les data scientists dans leur bocal, mais au contraire de les sortir et de les mettre au contact des métiers. Être data-driven, c'est également l'ambition de Michelin. Vous avez commencé pour ça de l'acculturation et développer des premiers cas d'usage. Quels cas d'usage, quels métiers sont utilisateurs de la donnée aujourd'hui chez Michelin ? Alors classiquement, c'est avec des métiers un peu standards tels que l'industrie, où le digital manufacturing a pris une grosse place chez Michelin dès le départ, en termes de maintenance prédictive, en termes d'analyse de la qualité des produits. C'est quelque chose qui a été très important et par quoi on a commencé vraiment notre approche data-driven. Ça a suivi par la supply chain assez vite pour tout ce qui est gestion des stocks,
analyse de où il faut livrer les produits, dans quel magasin les stocker, histoire d'améliorer nos rendements et de pouvoir minimiser nos coûts. Et puis bien sûr la partie marketing aussi, où on sait qu'on peut avoir une masse d'informations assez importante venant du marché et qui, en faisant une bonne analyse de ces éléments-là, permet de sortir des choses assez vite pour apporter de la valeur. Et puis progressivement, ça s'est diffusé à l'ensemble du groupe à travers différentes initiatives. Alors tout le monde n'est pas encore au même niveau, mais d'où l'enjeu justement de tirer profit des premiers cas qui ont bien fonctionné, de les mettre en avant pour pouvoir tirer vers le haut l'ensemble de l'entreprise et lancer la démarche. D'accord. Et dans le cadre d'une démarche data-driven, quand est-ce qu'intervient le travail d'acculturation? C'est un processus continu, c'est au départ, avant même les cas d'usage, et puis parmi vos actions d'acculturation, qu'est-ce qui a montré le plus de résultats, qui vous a permis de mieux sensibiliser les métiers? Alors l'acculturation, elle intervient assez tôt. Quand on lance en fait une initiative data-driven, le but est déjà de savoir ce qu'on peut faire avec la data. Et ça, c'est un premier élément d'acculturation, de savoir à l'extérieur, qu'est-ce qui se fait, de quoi on peut s'inspirer et qu'est-ce qu'on peut réaliser pour apporter de la valeur. Donc il y a une première phase d'acculturation qui est simplement qu'est-ce qu'on fait avec la data. Et puis après, au fil de l'eau, donc on fait quelques proof of concept, on a besoin de plus en plus d'établir des stratégies, et là l'acculturation intervient à grande échelle, parce qu'il faut de plus en plus de personnes capables d'appréhender ce qu'elles peuvent faire, capables de mettre en pratique un certain nombre de choses. Nous, ce qui a bien fonctionné, c'est d'aller vers la data visualisation, parce que c'est quelque chose d'accessible, on peut passer d'Excel à du Power BI, du MicroStrategy ou toute autre solution, et puis aller petit à petit vers un usage de fichiers Excel à la base de ces outils-là, jusqu'à une utilisation des data lakes, et donc de rentrer dans une logique, j'utilise les données, je vais pouvoir savoir quoi faire en intelligence artificielle avec ces données, au contact des projets qui ont déjà avancé, et je vais aussi essayer de mettre en contact les gens du business avec les gens des équipes data, pour pouvoir construire cette stratégie et vraiment se rendre compte de qu'est-ce que c'est la data, quelles sont les problématiques. Ce qui a bien marché, c'est de faire des workshops d'idéation avec les équipes data et business mélangés, qui n'a pas toujours accouché justement sur des problématiques IA, mais simplement sur une prise de conscience de ce que nécessitait une approche IA en termes de data, de qualité des data et ainsi de suite. Et donc ça, ce sont des éléments d'acculturation qu'on mène au fil de l'eau et qu'on développe au fur et à mesure et qui sont très importants. Aurélien, Jean-François nous l'explique, l'acculturation, c'est aussi rapprocher la donnée des utilisateurs. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Oui, en effet, je prenais des notes. C'est très intéressant ce que dit Jean-François. Il illustre tout à fait ce qu'on voit nous chez les clients. C'est les différents profils. On peut avoir des scientistes, des gens qui font de l'IA, les côtés métiers, les gens les utilisateurs qui ont des besoins applicatifs. Et puis l'IT aussi qui va gérer tout ce qui est data lake. Ça a été cité, un data lake, un fichier Excel, c'est pas forcément les mêmes besoins, les mêmes usages, mais il faut arriver à réconcilier tout ça. Donc en effet, il y a une vision unifiée, et c'est un peu ce que nous on essaye de faire avec notre approche United by Data, c'est d'avoir cette unification des différents piliers dans l'entreprise. Les deux grands en général sont l'IT plutôt technique avec les data lakes et les sources de données, puis tout ce qui est métier, et ce qui est rattaché, je dirais, au métier, ça va être l'IA, les scientistes, et les utilisateurs qui ont besoin d'applications plus fonctionnelles autour d'un projet commun et d'un langage commun qui va être la donnée. Mais comment on parle de la même donnée et comment on va plus loin ensemble. Donc collaborer autour des données, la comprendre, la trouver et pouvoir avoir un langage commun. Donc c'est vraiment, oui, ça illustre parfaitement ce qu'on peut retrouver chez nos clients. Et vous m'expliquez aussi en préparation, il y a presque un objectif qui est de rendre invisible finalement l'accès à la donnée. C'est-à-dire qu'on n'a plus à se préoccuper de cette problématique. La donnée est accessible et les utilisateurs peuvent y accéder et l'exploiter. Est-ce que, au-delà de la documentation, de l'accessibilité des données, il y a des questions d'organisation qu'il faut mettre en parallèle? Oui, c'est important, tout ce qui est organisation qui va être fonctionnel et faire mapper un modèle d'organisation de l'entreprise avec une plateforme justement de connaissance et de compréhension des données. Donc, ce qu'expliquait Jean-François, c'est un lien. Il y a des liens quand on parle de R&D ou d'un département donc de recherche et développement, un département manufacturing dans une industrie, ça peut être, on peut avoir pas mal d'exemples, ou la finance, les ressources humaines. À chaque fois, on va avoir des besoins locaux ou globaux à une entreprise en général, et donc il faut avoir la même organisation en termes de visualisation et de collaboration dans la plateforme qui va permettre de mieux comprendre ces données que dans l'entreprise. Donc c'est un effort qu'on fait également avec nos clients dans
quand on discute avec eux, de construire cette plateforme qui soit en phase justement avec ces aspects IA. Un environnement IA scientist ne va pas forcément avoir besoin d'aller creuser des sujets dans d'autres domaines ou pourquoi pas dans des domaines transverses. Donc il faut toujours adapter les besoins d'un groupe d'utilisateurs ou des divisions des utilisateurs avec la plateforme. Donc il y a toujours une customisation et un mapping très fort sur ces usages. Jean-François, vous le disiez, l'acculturation, ça doit commencer très tôt et puis en même temps, c'est un processus continu auprès des différents métiers et même ceux qui ont déjà été sensibilisés. Comment on mesure le niveau de maturité et le fait que ce travail d'acculturation progresse? Est-ce que c'est une mesure de l'adoption finalement des produits data ou des solutions de data vis? Ça en fait évidemment partie, c'est-à-dire qu'on suit effectivement le nombre d'utilisateurs, de Power BI, du Data Lake, enfin de tous les outils qu'on met à leur disposition. Alors déjà pour voir s'ils les adoptent, mais aussi pour savoir s'ils leur correspondent ou pas, parce que ça peut être un peu des deux cas. Et ensuite, bien sûr, il va y avoir une partie outils, une partie est-ce que les gens vont utiliser ce qu'on leur met à disposition, mais aussi une partie compétences, c'est-à-dire est-ce que les gens acquièrent les compétences nécessaires pour pouvoir être autonome au jour le jour, savoir à qui s'adresser en cas de question, savoir ce qu'ils peuvent faire de la donnée. Et donc c'est un mix entre des formations, donc le suivi du nombre de formations qui sont réalisées, le suivi des compétences qu'on peut allouer à la data. Il y en a déjà quelques-uns dans nos fiches de poste Michelin, alors qui ont été historiquement d'abord utilisés par les data scientists, data engineers, data analysts et autres, mais qui se diffusent dans l'entreprise pour que de plus en plus de gens puissent avoir ces compétences parce qu'elles sont utiles et même parfois nécessaires pour faire son job au jour le jour. Et donc c'est vraiment cet ensemble de tout ça avec, je dirais, au-delà du taux d'adoption, ce qu'on va regarder, c'est aussi le taux de couverture dans l'ensemble du périmètre et des métiers pour éviter qu'il y en ait qui soient trop en avance par rapport à d'autres, mais surtout qu'il y en ait qui soient trop en retard. Parce que le but est vraiment de tous se tirer vers le haut et de ne pas laisser une entité au bord du chemin. Pour revenir à cette question de l'accessibilité aux données et du fait de faciliter l'accès, la consommation, vous me parliez de marketplace. Est-ce que c'est une marketplace des données? C'est un Graal pour les entreprises? Est-ce que c'est un modèle qui est amené à se développer dans les entreprises? Qu'ont pas mal d'entreprises aujourd'hui, de pouvoir créer cette plateforme unique où on va pouvoir retrouver ces jeux de données, un peu comme on peut le trouver sur des plateformes open data aujourd'hui sur Internet, pour dans le gouvernement par exemple ou d'associations. C'est de pouvoir créer vraiment une plateforme unique où tous les départements, donc on rejoint un peu la vision précédente des modèles et on entend avec Jean-François des différents types d'utilisateurs. On va avoir une vision globale et un catalogue global de données, donc de différents départements avec différents usages. Et on va pouvoir justement retrouver dans une marketplace les responsables de chacun des datasets. Donc si un responsable, un data scientist dans un département souhaite comprendre qui a fait ce dataset, s'il est bien noté, s'il peut être utilisé, s'il y a des contraintes aussi liées à des contraintes légales par exemple, comme GDPR par exemple, on peut avoir ce genre d'informations. Donc la data marketplace au final, c'est de pouvoir comprendre ces données et de pouvoir y accéder, donc de pouvoir consommer cette donnée. Que c'est bien de pouvoir collaborer, de la trouver, de la comprendre, mais au-delà de ça, après il va falloir pouvoir la consommer. Et demander un accès à cette data. Donc la data marketplace, c'est un peu l'objectif final d'un projet Collibra, c'est qu'on va pouvoir mettre en place tous les workflows pour que les utilisateurs, dans l'équipe de Jean-François par exemple, puissent faire la demande d'accès qui peut être vérifié par le CISO en interne, donc tout ce qui est sécurité, validé par l'IT, et avoir un accès sur une plateforme à ce jeu de données qui peut être construit pour un usage avec un temps donné d'utilisation par exemple. Donc c'est vraiment la recherche ultime à la fin. Donc nous c'est un peu ce qu'on construit avec nos équipes chez les clients. Merci Aurélien, Jean-François. Alors, de retour sur le plateau. Jean-François, merci pour ce témoignage. Comment Michelin s'efforce-t-il de rapprocher la donnée des utilisateurs ? Alors, on agit sur différents moyens. La première chose, c'est que déjà, on va capter la donnée, la lister et identifier des personnes qu'on nommera data owner pour qu'ils puissent gérer les structures de données, rendre ça accessible, les diffuser dans un catalogue et pouvoir finalement mettre un peu tout ce que Aurélien citait aussi dans l'interview, c'est-à-dire les catalogues, la gestion de l'accès et tout ça. C'est des choses qui sont très importantes et qui sont au cœur de l'accès aux données.
Et on va articuler ça aussi avec toute une démarche de Artificial Intelligence Transformation Factory qui a lieu chez Michelin et qui vise à, au-delà de simplement montrer les données, aussi exposer ce qu'on veut faire avec pour que les gens, non seulement ils puissent y avoir accès, mais ils se disent utilisons-la très concrètement. Merci François. Aurélien, oui. Je sais pas, tu es avec nous. La gouvernance des données, l'accessibilité, c'est la créer de la valeur pour l'entreprise. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur ces points en fait? Oui, c'est une bonne transition avec ce que vient de dire Jean-François. On a pris plaisir à faire cette interview et à se découvrir un petit peu. Et c'est exactement ça, c'est ce qu'on cherche à faire également chez Colibra, à créer de la valeur chez les clients. C'est les fameux use cases. C'est toujours facile de parler d'un use case, mais au-delà du use case, il faut arriver à prouver la valeur à la chaîne de management. Et valoriser de la donnée pour créer de la valeur, il faut une plateforme pour pouvoir communiquer, donc échanger et comprendre sur les jeux de données sur lesquels on travaille et les enjeux. Donc c'est ce qu'on essaie de faire chez nos clients. Tous nos clients en général arrivent à élargir, je dirais, l'usage de la plateforme Colibra par la valeur, justement. Donc les premiers use cases apportent cette découverte de valeur et on a une appétence à la donnée en l'utilisant et en la consommant. Donc c'est ce qu'on prône un petit peu aussi dans nos développements. Merci à vous deux, merci à tous nos témoins. Alors, l'Allié, c'est, je pense que déjà la première session de cette émission a rempli son objectif. C'est très éclairant, très challengeant. Je crois qu'on a eu beaucoup de concepts à appréhender et beaucoup de réalités opérationnelles. L'idée à partir de maintenant, c'est qu'on rentre dans une phase, on a appelé le salon de débrief. Donc où c'est là le jeu de questions, les interactions avec nos clients et partenaires. Alors Christophe, j'ai des questions qui viennent du public que je vais déjà te relayer, mais peut-être tu peux nous aider à faire la transition et peut-être revenir sur quelques points qui t'ont paru aussi éclairants. Ou alors déjà, puis je prépare mes questions. Tu prépares les questions. Écoute, moi ce que je peux faire, c'est poursuivre notre entretien avec Shafika et Stéphane sur leurs expériences et les projets qu'ils mènent concrètement dans leurs entreprises. J'avais justement cette question de l'acculturation que Jean-François évoquait dans l'entretien et ensuite. Est-ce que chez Suez, on considère que c'est une mission terminée, ça y est, le travail de l'acculturation est fait et on peut continuer et passer à autre chose? Alors, je pense que celui qui dit ça, il a un peu tort. Je pense que l'acculturation ne s'arrête jamais. Et comme disait un de mes collègues au tout début, on se rend compte que la transformation data est avant tout une transformation humaine et culturelle que vraiment technologique. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire c'est fini, surtout que cette culture de la data concerne toutes les personnes au sein d'une organisation. Donc il y a effectivement le top level, le COMEX, il y a aussi le middle management qu'il ne faut jamais oublier, parce que c'est lui qui est entre les deux, et les opérationnels. Et la meilleure façon d'acculturer, ce n'est pas que des formations. Les formations sont importantes, mais c'est ce qu'on appelle le test and learn. Donc il faut tester en réalité et éviter les deux personas que vous avez. Vous avez les gens qui croient que la data, l'IA n'apporte rien, ils connaissent mieux leurs clients n'importe qui, ils connaissent leur métier plus que qui. Et du coup, il y a ce refus, parce qu'il y a cette crainte aussi qu'il ne faut pas oublier. Et il y a les autres personas ou des personnes qui croient que c'est très magique. Il suffit de penser une idée IA, que l'IA va le faire. Donc je pense que l'acculturation n'est jamais finie, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau cas d'usage, il y a une nouvelle technologie, une nouvelle opportunité, une nouvelle formation, il y a culturation, et surtout d'expliquer à chaque personne dans le groupe quelle est sa responsabilité dedans, et surtout quel est l'impact dans son quotidien et l'impact dans son job de tous les jours. D'accord. Stéphane, vous n'allez pas contredire Shafika, le travail de l'acculturation n'est pas terminé non plus chez Transdev? Loin s'en faut. Il faut effectivement travailler, comme ça a été dit, sur toutes les strates de l'entreprise. Il y a de l'acculturation qui est nécessaire, du top management jusqu'aux opérateurs. C'est un travail de longue haleine et il faut trouver les bons drivers en fait, pour y arriver. Moi, je crois beaucoup à l'attraction par la création de valeur, c'est-à-dire la capacité à faire comprendre à la population que l'on cible sur un cas d'usage qu'il est possible d'atteindre rapidement une valeur, une création de valeur par la donnée, justement. Et c'est pour ça que je crois encore plus au cas d'usage très, très opérationnel, ce que je disais tout à l'heure sur les missions, sur le core business, où on arrive à créer des produits data qui permettent finalement aux opérationnels de piloter leurs activités au-delà des tableaux de bord classiques
de suivi de performance. Et là, on crée de l'appétence, en fait. Et c'est certainement comme ça qu'on va y arriver. Je vois souvent des grands plans, effectivement, de formation très généralisés, sans forcément le lier à un objectif un peu plus précis. Je suis un petit peu circonspect sur ce genre de méthode. Je préfère plutôt essayer de manière frugale, parce que je pense que c'est la bonne démarche, étant donné tout le champ et le périmètre que l'on peut cibler à travers la data, de cibler justement un certain nombre de canaux en fait, d'acculturation sur des cas d'usage précis. Je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et Shafika, sur cette partie acculturation, le Data Office ou la direction de la data, elle est seule ou elle a des partenaires et des alliés dans l'entreprise ? Bien sûr, on a des alliés en interne, comme je disais au début, les RH, les financiers, les gens de l'IT et de la data qui sont nos alliés sur cette transformation et l'acculturation. Et on a aussi sur certains programmes de formation des alliés externes. Alors nous, on a 3 types de personas. On a effectivement la formation pour tout ce qui est un peu de la vulgarisation de ce que c'est que la donnée, un peu des choses génériques, mais c'est important de les rappeler. On a des formations très spécifiques où là, c'est vraiment du présentiel pour former les gens qui utilisent la donnée, c'est quoi leur responsabilité et comment ils travaillent sur de la data visualisation, et engager des nouveaux cas d'usage IA. Et enfin, on forme nos experts aussi sur la data, nos data scientists, data engineers. Il ne faut pas oublier, quand ils sortent d'école, très vite les technologies sont obsolètes et les langages sont obsolètes, donc on continue. Donc nos alliés externes et de l'interne, et tout le monde a sa place à jouer dans cette acculturation. Il ne faut surtout pas que ce soit que la Data Office qui en a la charge. Stéphane, c'est pareil chez Transdev, c'est pas la direction informatique ou digitale de gérer seule cette partie acculturation. C'est qui vos partenaires sur ce domaine-là ? Il est clé d'avoir un sponsorship très fort des métiers, ceux qui vont porter les cas d'usage, parce que c'est là que ça va se créer la valeur. Donc il y a un certain nombre de directions qui sont en fait des enablers, des gens qui sont capables d'aider les métiers à créer cette valeur. Mais il faut du sponsorship un petit peu dans tous les domaines. Au niveau du top management, c'est très très important, c'est des bonnes pratiques, c'est très important d'avoir quelques alliés au comité exécutif. Et donc la bonne pratique, c'est de trouver des cas d'usage pour un nombre minimum de membres du comité exécutif pour avoir ces alliés et qu'ils puissent, à travers leurs témoignages, pousser à ce programme. Ensuite, il vous faut du sponsorship au niveau des business lines, c'est-à-dire, alors ça dépend de l'organisation, pour nous le business line, donc c'est le pays, il faut que chaque entité puisse porter ses propres cas d'usage qu'ils ont choisis, suivant des critères qui leur sont spécifiques, afin qu'on crée la viralité de cette acculturation à la donnée. Et après, vous descendez au niveau du leadership de ces programmes dans chacun des business lines, toujours côté métier, pour que cette acculturation se diffuse dans chacun des métiers concernés. Voilà, c'est toute cette organisation finalement de viralité qu'il faut, à mon avis, orchestrer pour avoir le meilleur soutien à la fois en sponsorship et de leadership du programme lui-même. Shafika, chez Suez, vous m'en parliez, le sponsoring c'est important, mais ce n'est pas seulement une question de mots. On ne dit pas seulement on est sponsor, il faut aussi que ces mots s'accompagnent de moyens. Alors effectivement, dans notre programme de Test and Learn, ce qu'on appelle le programme bottom-up, pour accompagner cette acculturation par le faire, par le Test and Learn, nous on s'engage sur des projets où il y a un sponsor, donc qui est souvent le CEO d'une business unit, mais aussi c'est des régions, mais qui finance la moitié du projet. Donc il y a un financement du projet, il y a aussi un engagement pour que les ressources métiers soient disponibles, parce que quand on parle d'agile, il ne faut pas croire que ce sont des data scientists qu'on met dans une salle et qui vont développer ça tout seuls. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait un engagement de nos sponsors sur le budget. C'est une façon de s'engager et de s'assurer que le projet va scaler si jamais il est efficace, et surtout de laisser du temps disponible des product owners et des métiers pour qu'ils s'assurent que le projet soit fait de bout en bout ensemble. Oui. Et comme vous disiez, c'est un budget, c'est pas que des mots. Exactement, budget, présence, du temps et aussi un engagement pour que si le projet fonctionne bien, qu'il y ait une industrialisation dans le process. Parce que nous, on dit une IA réussie, c'est une IA utilisée et n'est pas une IA avec une bonne taux de performance. Donc on sort vraiment de la techno.
Stéphane, c'est quelque chose une chose sur laquelle vous êtes revenu souvent, c'est le fait d'engager les opérationnels, les gens du terrain dans les projets, dans le fait de pousser les cas d'usage, en tout cas que la donnée soit utilisée au plus près de l'action. Comment vous faites pour faire ce lien entre des cas d'usage, des projets et les métiers opérationnels, les métiers sur le terrain? De manière toute naturelle, si on veut être sûr en fait, de générer cette appétence dont je parlais tout à l'heure auprès des métiers, le plus simple c'est sans doute de les aider à faire apparaître les cas d'usage par eux-mêmes. Et donc c'est des méthodes qui sont assez classiques de type design thinking qu'on peut appliquer finalement à la data, c'est toujours à peu près les mêmes. Il faut leur poser les bonnes questions à ces représentants des personas sur le périmètre qui est ciblé. Et on a effectivement une méthodologie qui est assez classique sur d'abord le pourquoi, c'est-à-dire quelle est la valeur qui est attendue à travers la mesure de cette performance ou de cette analytique. La deuxième, c'est ensuite de se poser la question comment elle va arriver, c'est-à-dire ce sera un succès si quoi finalement. Et là encore, c'est à eux de répondre. Et puis enfin, c'est ensuite de cibler les bons personas pour pouvoir atteindre cette valeur, donc la réponse au pourquoi et au comment, c'est-à-dire ceux qui ont une véritable mainmise sur la donnée, c'est-à-dire ceux qui font finalement, et pas les superviseurs ou les managers qui sont là plutôt pour superviser justement que le travail d'analytique soit fait directement par ces personnes-là. Donc en fait, c'est certainement en appliquant cette méthode qui est effectivement réellement bottom-up, où on embarque les personas, en tout cas un certain nombre de représentants des personas, dans toute la réflexion sur le pourquoi on fait ça, sur le comment on va le faire, etc. etc. Donc c'est une méthode qui fait apparaître tout naturellement les cas d'usage et génère l'appétence de facto. Sylvain, tu avais des questions de... Oui, il y avait une question que peut-être Kadiadou va nous aider à répondre. Enfin, on nous aimerait repréciser un peu quel est le rôle du Product Owner et du Data Business Analyst. Oui, en effet, en fait, le rôle du Product Owner et du Data Analyst, c'est vraiment de faire le lien et de capter le besoin du métier. Parce que le métier, forcément, comme on l'a dit précédemment sur le plateau, ne va pas forcément comprendre toute la technique. Donc il y a aussi un travail d'acculturation, comme vous disiez, mais aussi le fait de fédérer autour de la donnée. Et le rôle du Product Owner, c'est vraiment de les accompagner là sur, on va dire, une sorte de change management, mais également de comprendre leurs besoins, la nécessité du cas d'usage pour le retranscrire aux data scientists ou data ingénieurs qui seront derrière pour leur fournir les KPI nécessaires ou le cas d'usage. Merci. Alors Nicolas, tu es avec nous. Alors on va donc peut-être ouvrir ton micro. Hop, c'est en route. Nicolas, je voulais te faire réagir vis-à-vis de... Alors hop, là c'est Aurélien qui est à l'écran, mais je vais épingler Nicolas. Voilà. Vous avez le régisseur. tu es avec nous. Nicolas, est-ce que déjà peut-être des réactions ou des questions à nos invités, et est-ce que côté le regard que tu as reporté de cette émission, ce que tu as envie que nos auditeurs retiennent en fait de cet échange? Alors j'aurais 1000 questions à poser, mais je ne pense pas qu'on ait le temps parce que tous ces retours d'expérience sont édifiants. Et il y a une récente étude d'IDC qui tente à prouver qu'en France, on a pris du retard sur la transformation digitale par rapport aux pays anglo-saxons. Et je suis heureux de voir que ce n'est pas le cas pour certaines grandes organisations parce que tous ces témoignages qu'on a vus, qui sont tous différents, montrent à quel point on a une expérience et la capacité vraiment d'opérer une transformation digitale, j'ai envie de dire, digne de ce nom. Et devenir une entreprise data-driven, ce n'est pas un objectif, en fait, c'est un chemin. Et on a l'expérience, on a les moyens, expérience en tant que client, expérience en tant que partenaire, on en fait partie, nous, Click, partenaire de nos clients. Et il ne faut pas perdre de temps, il faut procéder à cette transformation digitale qui, à mon avis, va nous accompagner et qui va être plutôt la nouvelle manière de faire notre activité dans le futur. Ce n'est pas une option, on est obligé de le faire.
Et je suis ravi de voir qu'on a des retours d'expérience qui prouvent la valeur que ça peut apporter. Et on a de beaux jours devant nous, tous. Merci beaucoup Nicolas. Aurélien, je voulais effectivement t'adresser aussi la même question. Feedback, réaction. Et, alors, est-ce que je t'ai mis en évidence? Non, c'est encore Nicolas, mais voilà, j'ai Zoom qui me fait défaut. Ça va venir. Ça va venir. En tout cas, on t'entend. C'est déjà la bonne nouvelle. Et je n'ai plus de clic droit. Donc, hop. Vas-y, parle. Je te propose de répondre à la question. Je peux commencer à déjà en parler un peu. Moi, ce que j'ai retenu ce soir, c'était assez intéressant parce que je pense qu'il y a un point important qu'on évoque aussi, et je l'ai entendu plusieurs fois dans la soirée, c'est la partie compétences humaines, les capacités en fait humaines à engager, à être volontaire sur ces projets de données. C'est ce qu'on voit chez nos clients. Et donc, la transformation digitale passe par une transformation humaine aussi, une mise en avant des profils métiers, mais aussi plus techniques. Donc, c'est un travail d'équipe de créer une nouvelle application autour de la data, de la comprendre et de pouvoir communiquer. Nous, c'est ce qu'on essaie aussi de ne pas oublier quand on échange avec nos clients, ne pas parler que de technologie ou que de plateforme, c'est les grands mots à la mode, mais c'est aussi de parler des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller et comment on va les aider à avancer. J'ai pas mal entendu ça avec ce soir autour de la table, donc je pense que c'est un point important. C'est ce que je retiendrai de mon côté, le fait d'embarquer le people et de ne pas oublier ces facteurs-là. Merci. Alors, Kadiatou, vous êtes effectivement d'autres témoignages sur lesquels vous avez pu réagir par rapport en plus de l'expérience de Canal+. Qu'est-ce que vous avez envie que nos auditeurs retiennent de cette session et peut-être des éclairages complémentaires? Oui, pour ma part, ce que j'ai retenu, c'est l'aspect cas d'usage. Je remarque qu'on parle beaucoup moins de plateformes ou de technologies, mais on se focalise beaucoup, même dans les témoignages qu'il y a eu, sur les cas d'usage, c'est comprendre la valeur justement des projets pour valoriser les données et justement que les entreprises puissent être data-driven sur du long terme, mais en se focalisant justement sur les cas d'usage pour le métier, bien évidemment. Alors, il y a une question effectivement qui nous a été posée, alors que je vais peut-être aussi adresser à Jean-François qui est avec nous. Alors Jean-François, on nous pose des questions sur l'importance de la sécurisation de la data. Je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel vous voulez réagir avec nous. Oui, effectivement, c'est un sujet important, surtout dans des grosses boîtes où la donnée est partout et potentiellement il peut y avoir beaucoup de brèches. Et donc déjà, il y a l'aspect sécurisation sur les data lakes et ainsi de suite, où chez Michelin, on a des processus très très poussés sur comment on stocke les données, comment on les protège. On a un processus qui s'appelle Corne en Core, qui vise à analyser quel est le niveau d'importance des données pour nous, est-ce qu'elles sont essentielles pour le business. À ce moment-là, on va plutôt les protéger de façon assez poussée, soit en les mettant sur des serveurs déconnectés du réseau à certains moments, ou via d'autres méthodes. Et on va limiter l'accès ou le partage de ces données avec des partenaires. Et puis, il y a les données non-core, qui sont des données non essentielles, où là, on va les stocker de façon beaucoup plus libre, les partager beaucoup plus largement. Et au-delà de ça, donc ça, c'est vraiment pour l'aspect technique, on va amener tout cet aspect formation et accompagnement des métiers pour qu'ils sachent effectivement déterminer eux-mêmes est-ce que ces données sont cœur ou pas cœur et qu'ils puissent mettre en œuvre les bonnes techniques pour réaliser ce qu'il faut. Merci Jean-François. Plus globalement, par rapport aux sessions, aux témoignages auxquels vous avez pu partager avec les autres entreprises, un point de commentaire ou d'autres points d'intérêt à partager avec notre public? Je vais rejoindre du coup ce qui a été dit sur l'importance de la valeur effectivement des cas d'usage et sur l'humain, parce que ça a été beaucoup mentionné ce soir. C'est des éléments clés et effectivement sur les piliers en tout cas sur lesquels reposent les fondations du data-driven, la culture en est une, la valeur des cas d'usage en est une autre. C'est d'ailleurs pas toujours facile de trouver la vraie valeur des cas d'usage. Il y a des cas simples, on en a parlé, et puis il y en a des cas où c'est beaucoup moins simple parce que moins relié directement à une vente ou à de la production ou à des coûts. Donc là, il faut œuvrer pour donner les clés pour calculer ça. Et je pense qu'effectivement, ça donne les bonnes bases pour aussi réfléchir, tout ce qui a été dit ce soir, plus globalement à ce qu'on appelle la stratégie data qui repose sur la culture, sur les valeurs. Et il y a eu plein de beaux témoignages là-dessus ce soir. Donc merci à tous.
Merci Jean-François. Alors Christophe, on l'a dit, on porte beaucoup d'ambition sur le sujet de la data pour cette année, donc avec ton implication forte sur le sujet. Et cette rencontre de ce soir était la première d'une série de 3 émissions qu'on va dédier à la data. Tout à fait. Donc notre prochain rendez-vous, ça sera le 31 janvier. Ça sera avec comme grand témoin Romaric Khatib, qui est le DSI d'Alliance France. Et là, on parlera un peu plus plateforme, architecture data, même si on ne restera pas aux seules questions de l'infrastructure. Je pense qu'il y a toujours beaucoup d'autres points à explorer et on en explorera encore d'autres. D'ailleurs, sur la 3e date qui sera le 15 février, où là on parlera de protection des données et également de gouvernance. Alors c'est un sujet qui peut faire peur, mais on parlera de gouvernance de l'IA notamment et on verra comment il est possible de créer de la valeur également avec la gouvernance, même si il faut pouvoir toujours caler sur les cas d'usage et trouver les bons usages. Et Christophe est quelqu'un de très discret, mais il n'a pas dit aussi qu'il bosse sur la dynamique d'une communauté. Le 24 janvier, on réunit plus d'une vingtaine de praticiens autour de la data, avec l'ambition de voir comment effectivement renforcer ces synergies, ces collaborations entre opérationnelles, voire dans une logique de stratégie d'entreprise data-driven. Tu veux en dire un mot ou pas? C'était pas prévu, mais... Et oui, effectivement, donc dont Shafika sera parmi nous pendant ces rendez-vous pour voir tous les sujets qu'on peut explorer autour de la donnée et qui puissent nous aider également à nourrir des sujets que tous les professionnels de la data sont en quête de réponses peuvent trouver intéressants. On le voit, il y a quand même un certain niveau de maturité sur des décideurs opérationnels, au niveau stratégie, gouvernance. Et l'idée, c'est encore de renforcer ces liens, cette communauté de pratique. Donc, premier rendez-vous le 24 janvier, et on verra ce à quoi on va atterrir. Merci à toutes et tous. Merci encore une fois à nos invités, merci à nos partenaires d'avoir rendu cette émission possible. Bravo à toute l'équipe d'avoir œuvré. On avait la volonté d'avoir plus de monde sur le plateau, mais le Covid oblige, donc j'espère que les moyens techniques ont été à la hauteur de tous ceux qui nous ont écoutés. En tout cas, tous vos commentaires pour améliorer ce format, le rendre encore plus dynamique, sont les bienvenus. Et puis, on se retrouve à très bientôt. Et encore une fois, bonne année à tous et bravo à tous nos invités. Merci. Merci. À bientôt. Merci à nos... Les challenges autour de la donnée depuis ces 5 dernières années ont énormément changé. On est passé d'une BI statique à de l'analytics qui permet aux gens de prendre des décisions, voire automatiser les processus. Et Qlik est l'unique éditeur de logiciels indépendant, spécialiste de la data depuis plus de 28 ans, qui permet à ses 50 000 clients de bénéficier d'une plateforme end-to-end qui couvre toute la valeur, tout le cycle de vie de la donnée, de la partie intégration de données à l'analytics jusqu'à l'automatisation des processus. Fujitsu est un acteur mondial de l'infogérance depuis de nombreuses années. Pour fournir ce niveau de service-là à ses clients, on a optimisé les données liées justement aux plateformes des clients dans l'objectif de fournir un niveau de service de qualité. C'est pour cela qu'est née l'offre Data de Fujitsu, Data IA de Fujitsu, dans lequel nous mettons à disposition ces compétences-là auprès de nos clients. Collibra permet en fait de créer une plateforme globale dans l'entreprise qui permet aux différents départements, aux différents profils, que ce soit des gens plus fonctionnels, plus techniques, plus dans la recherche, des data scientists par exemple, de pouvoir collaborer ensemble, donc de pouvoir trouver, comprendre et collaborer autour des données et de développer cette culture, donc on parle d'acculturation aujourd'hui, cette culture de la donnée globalement dans l'entreprise et pas par silo. Donc c'est un peu de casser ces silos qui peuvent être culturels, techniques, en apportant une plateforme qui démocratise l'accès à cette donnée.